Nous allons parler dans cette vidéo des configurations. Nous avons deux options pour effectuer la configuration. Donc, on peut faire ça soit avec les annotations des données ou bien le Code First Fluent API. Dans cette vidéo, on va juste voir comment faire la configuration en utilisant les data annotations, les annotations. Certaines configurations avancées ne sont possibles que via Fluent API. Donc, on va voir les différentes possibilités, comment on configure avec les data annotations. Les data annotations sont des attributs que vous appliquez directement soit à la classe ou bien à la propriété que vous souhaitez affecter. Ceux-ci peuvent être trouvés dans les namespace system.componentModel. Donc voilà. Data annotation, en fait, c'est la classe. Nous commençons par la première annotation qui, ça se voit, on parle ici des clés primaires. Par exemple, on a dit tout à l'heure que lorsqu'on nomme notre propriété ID, Entity Framework Code First comprend directement que c'est notre primary key. Si par exemple on veut changer le nom de notre propriété, on veut la nommer numéro par exemple, là on doit dire explicitement à notre framework que cette propriété est notre clé primaire. Comment on fait ça? On a deux façons, soit avec les Fluent API, soit avec les data annotations. Il suffit, dans le cas de data annotation, de mettre la notation key sur la propriété. La deuxième propriété est max length, c'est clair. Et ici, on peut, par exemple, préciser la longueur maximum. On peut dire, au lieu de max, qui est par défaut la convention, par exemple, pour les chaînes de caractères et les max, nous, on peut mettre, par exemple, la longueur de 50 caractères au maximum. Ici, bien sûr, on peut mettre 50. On peut aussi mettre le message d'erreur affiché en cas de dépassement, ainsi de suite. Donc, cette propriété, cette data annotation, elle définit la longueur maximum de la chaîne de caractères de notre colonne. Maintenant, la notation concurrency check. En fait, ça, c'est un drapeau qui indique que les contrôles d'accès concurrentiel sont activés pour cette colonne. En fait, qu'est-ce que ça veut dire l'accès concurrentiel? Ça veut dire on peut accéder en même temps à la valeur contenue dans la colonne. Si on met cette propriété, ça veut dire on a activé l'accès concurrentiel. On permet ça. La propriété required. Required, ça veut dire obligatoire. Ce drapeau, il indique que la valeur, elle est nécessaire. On ne peut pas laisser une valeur vide. C'est pas nul. C'est non nul dans la base. Elle est marquée comme non nul. Column. Donc cette annotation, elle permet de changer le nom de la colonne générée. En fait, c'est clair que le nom de la base, c'est le nom de notre projet. Le nom de la table, c'est le nom de notre classe. Bien sûr, je parle par défaut, si on n'applique pas les configurations. Et le nom des colonnes, ce sont les noms des propriétés. Par exemple, j'ai une propriété, par exemple, first name, et je veux générer une colonne name. C'est là que je dois faire la configuration. Bien sûr, grâce à notre annotation column. Entre parenthèses, je peux mettre le nom de la colonne générée. De même, pour l'annotation table, je peux changer le nom de la table. Ce ne sera pas le nom de la classe. Donc, je peux mettre ce que je veux. On passe à Database Generated. C'est un drapeau qui indique que la valeur est remplie par la base des données. Donc, les valeurs possibles sont Computed Identity et None. Computed, ça veut dire que la base va calculer suivant un algorithme ou bien suivant des règles qu'on peut les fournir et insérer des valeurs. Identity, donc elle va insérer des valeurs uniques
Donc, identity, c'est généralement pour les clés primaires. Et none, ça veut dire qu'elle ne va rien générer. Not mapped, on utilise cette annotation si on veut, par exemple, que la propriété ne sera pas générée en tant qu'une colonne. Si on ne peut pas générer une colonne qui représente notre propriété, on utilise le not mapped. On va l'ignorer. Et foreign key, c'est clair, ça indique les clés étrangères ou bien inverse property. Ces propriétés sont généralement utilisées avec le framework MVC, mais c'est bon de les connaître quand même. Donc on commence par string length, 160 par exemple, c'est la longueur maximum. On peut aussi écrire comme ça, string length 160, virgule, minimum length égale 3. Donc on peut mettre le minimum et le maximum. Range 35,44. Le range, ça veut dire je vais donner un intervalle. Donc je peux donner des valeurs entre 35 et 44. Je peux aussi indiquer le type. Ici, par exemple, range type of decimal. J'ai exigé que le type soit décimal. Et j'ai donné aussi un intervalle entre cette valeur et l'autre valeur. Donc, l'attribut range spécifie le minimum et le maximum pour une valeur numérique. Display maintenant. Display name égale first name. Display, c'est au niveau de l'affichage. Donc, elle est utilisée pour définir un friendly name dans l'affichage. Par exemple, dans l'interface, par exemple dans l'MVC, je vais afficher first name au lieu de name. Read only true, ça veut dire que la valeur de la propriété ne peut pas être modifiée. Et data type, ici on peut avoir plusieurs valeurs possibles, telles que par exemple datatype.password. Donc datatype, c'est une énumération qui contient plusieurs valeurs, telles que password. Ça veut dire que la valeur dans l'affichage sera écrite en étoile directement. Donc l'attribut datatype vous permet de fournir l'environnement d'exécution des informations sur le but spécifique d'une propriété. Donc passons à notre code. On va faire un exemple. Donc on va ajouter les namespaces suivants. Donc system.component model.dataAnnotations et system.component model.dataAnnotation.schema. Ici on va configurer notre classe block. Nous voyons ici que nous avons changé le ID, nous avons changé par numéro, donc on doit indiquer que c'est notre primary key par key, virgule database generated, donc on a généré une valeur unique, donc on a utilisé la valeur identity, on a dit que dans l'affichage on va afficher ID au lieu de numéro via la propriété display. Pour notre propriété title, on a utilisé le concurrency check, le min length, le max length. Ici, vous voyez dans le max length, j'ai mis un message d'erreur qui sera affiché en cas de dépassement de longueur maximum qui est 20. Vous voyez ici les accolades 0 et 1. 0, ça veut dire il va afficher le nom de la propriété. Ça veut dire il va afficher title. Le title ne peut pas dépasser les. Et là, il va afficher la longueur que j'ai indiquée. Dans notre cas, c'est 20. On utilise cette méthode car, par exemple, si j'écris explicitement 20 et je vais changer, par exemple, le max length à 30, peut-être que je peux oublier de changer le message d'erreur. Donc, comme ça, c'est synchronisé. Lorsque je change à 30, il va afficher 30 directement. OK? Et j'ai ajouté une propriété que je l'ai appelée note. Donc, dans note, j'ai utilisé la data annotation not mapped. Ça veut dire que je ne vais pas mapper cette propriété. Je ne vais pas générer ça. Donc, pour le reste, on va voir ça après. Donc, nous allons bien sûr configurer notre classe block. Donc, la première chose, on va ajouter nos deux namespace. OK? Data annotation.schema. Ensuite, on va ajouter les différents data annotations. Voilà, nous avons
quand nous avons terminé, bien sûr, notre code. Donc la prochaine étape, c'est quoi? Normalement, on doit exécuter notre application et voir ce qui va se passer maintenant. Donc voilà, on a lancé notre application. Voilà, tout à fait ce qu'on a attendu. L'exception, invalid operation exception. The model back in the context has changed since the database was created. C'est tout à fait normal. En fait, pourquoi cette exception? En fait, on a déjà créé notre base tout à l'heure. On a inséré des données et maintenant, nous avons changé le modèle. Donc, il y a un problème là. On doit dire à l'Entity Framework explicitement comment il va faire. Donc, on doit définir une stratégie. Comment il va initialiser, comment il va faire pour la création de la base au moment du changement de notre modèle. Donc, pour faire cela, excusez-moi, mon PC bug. Voilà. Voilà, donc ici, nous avons trois solutions. Soit, bien sûr, on peut insérer l'une de ces trois lignes dans le constructeur de classe context. Soit, on peut appeler la classe database.setInitializer, ça veut dire on va définir une stratégie d'initialisation new create database if not exist. Ça veut dire si la base n'existe pas, on va la créer. Ce n'est pas notre cas. Database.setInitializer new drop create database always. Ça c'est mauvais. Ça veut dire à chaque fois on va lancer l'application, il va supprimer la base et la recréer. Ça veut dire à chaque fois on va perdre les données. La dernière, c'est database.setInitializer new drop create database if model changes. Bien sûr, ça, c'est ce qu'on a besoin. Ça veut dire, si on change notre modèle, il va supprimer la base, ensuite la recréer, bien sûr, en respectant les changements qu'on a fait. Bien sûr, si on va faire ça, on ne doit pas oublier de fermer la connexion, sinon ça ne va pas marcher. Donc nous, on va pas faire ça. On va faire une autre façon plus propre. Donc, une autre façon pour faire l'initialisation. On peut créer une classe qu'on va l'appeler par exemple context initializer. Cette classe va hériter de la classe drop create database if model changes. Ça veut dire on a utilisé la troisième stratégie. Et ici, on a fait un override de la méthode set. L'override, ça veut dire on a redéfini le comportement de la méthode set, bien sûr, qui existe dans la classe mère drop create database if model changes. Cette méthode set sert à peupler la base de données. Donc, à chaque fois, on supprime la base et on crée la base de nouveau si le modèle change. Après la création de la base, automatiquement, il va exécuter cette méthode set et il va peupler, bien sûr, la base avec les données de test ou bien ce qu'on veut. Donc ça, c'est pratique. Donc bien sûr, si on va faire ça, n'oubliez pas de supprimer ce qu'on a mis dans la méthode main tout à l'heure. Voilà. Donc, normalement, maintenant, on doit faire ça avant de passer à la prochaine étape. On va revenir à notre projet. On va fermer le débugage. Et dans le classe contexte, on va créer une autre classe là. Voilà, ici. On va créer une autre classe. Et voilà, on a terminé la création de notre classe qui hérite de la classe drop create database if model change ainsi que l'override de notre méthode set. Donc la prochaine étape c'est quoi?
Donc, on peut voir, on peut voir qu'elle hérite d'une classe très explicite drop create database if model change. Cette classe est une implémentation de iDatabase Initializer, ça c'est l'interface bien sûr, qui détruit la base et la récrée si le modèle change et éventuellement réinjecte un jeu de données, bien sûr grâce à notre méthode SID. Et maintenant, nous allons modifier le constructeur de contexte comme suit, bien sûr. Dans le constructeur de notre classe contexte, on va instancier cette nouvelle classe context initializer dans le database.setInitializer. Donc, bien sûr, comme j'ai dit, n'oubliez pas de supprimer le contenu de la méthode main. Donc, c'est ce qu'on va faire dans le constructeur maintenant. Voilà, là. Voilà, donc on a instancié notre classe context initializer dans le constructeur de la classe context. Maintenant, on va supprimer ça. On n'a plus besoin de ça. Voilà. Donc, la prochaine étape. Donc, pour tester, nous allons afficher les titres et les auteurs des blogs. Donc, bien sûr, dans notre méthode main, on va insérer ce petit bout de code. Comme vous voyez ici, on a instancié notre contexte. Ensuite, on a créé notre variable bloc égale context.blocks_toList. Donc, la méthode toList, elle récupère toutes les données et bien sûr les convertit en une liste. Ensuite, on a parcouru notre liste en utilisant le for each. Et à chaque fois, on va afficher le title et le author. Donc, il va normalement afficher ces deux, bien sûr, blogs qui appartiennent à ces deux auteurs. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, voilà. Dans notre méthode, on doit instancier notre contexte. Voilà. Voilà, on a ajouté notre code. Donc maintenant, il ne reste que exécuter l'application. Donc comme vous voyez, j'ai ajouté le console.readKey pour qu'il bloque bien sûr le console. Voilà, il a affiché les deux éléments qui étaient insérés dans la base via notre méthode site. Voilà, tout est bon. Ok, je ferme. Donc, a priori, nous avons terminé cette partie de configuration avec les data annotation et bien sûr la stratégie d'initialisation. Donc, la prochaine vidéo va parler de la migration. Pourquoi la migration? Donc, comme vous voyez ici, ça c'est bien, mais le problème que dans un monde de production, on ne peut pas utiliser les stratégies d'initialisation. On ne peut pas supprimer les données dans un monde de prod. Bien sûr, on ne peut pas faire ça. Donc, ce qui est sûr, il est très recommandé d'utiliser la migration. La migration, bien sûr, c'est nouveau, c'est à partir de la version 4.3. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler de la migration.